Je suis retourné ici comme ça en passant, hein, j'ai vu la porte ouverte, c'est comme ça que je me suis introduit et que j'ai vu le jeune homme qui faisait de la soudure, etc., quoi. Ça, c'était l'atelier de carrosserie. À l'étage, c'était un magasin. Sur la droite, on avait deux remises où on avait aussi des pièces détachées, là, sur la droite, là. On faisait de la carrosserie, quoi, point final, hein, c'est tout. Hein. Mais là, ça a l'air un peu... Enfin, je sais pas, en passant par le bas, déjà, ça aspire un petit peu comment dirais-je... ça donne envie d'entrer. Là, on avait des machines de peinture aussi tout le long, là. Et là-bas, il y avait mon bureau, où habite Sandrine. C'était mon bureau personnel, là. On a déposé le bilan en novembre 99, et voilà. Mon rôle ici a été surtout d'organiser des soirées, des expositions, plus que d'installer mon laboratoire photo, qui a jamais beaucoup servi en fait. Ouais, merci. Ouais, ça peut être rigolo. Didier! J'étais de toute façon, avant d'arriver au carrosse, ni apte à travailler, ni apte à l'amour. Ce squat qui est complètement illégal, qui est une occupation non légale, m'a permis à moi de me resocialiser légalement, d'avoir un numéro de sécurité sociale. Je vous ai tous là, vous êtes beaux. Attends, j'ai pas la vaisselle par contre. Ça strictement rien. Je m'en débarrasse. Bon, le carrosse, je l'ai découvert quand il a ouvert. C'est un lieu que je trouve assez exemplaire de par la façon de se comporter avec le propriétaire. Écoutez, ce n'est pas légitime que des squatteurs s'en emparent, mais il est illégitime aussi de laisser des mètres carrés dans Paris inoccupés, alors qu'il y a un désir de création, qu'il y a un besoin de locaux, un besoin d'ateliers. Le manque de locaux oblige les artistes à aller chercher un moyen à la limite hors de la légalité, qui consiste à occuper des lieux qui sont en friche, des lieux qui sont inoccupés, qui ne servent à rien au départ, mais qui appartiennent effectivement à des propriétaires. Donc il y a obligatoirement un arrangement qui doit se faire avec les propriétaires. Un des propriétaires a décidé carrément, alors on ne lui a pas demandé autant, hein. Il a décidé de se battre pour qu'on reste ici, puisque c'est vrai qu'on les gêne d'aucune manière et qu'on a toujours respecté nos engagements. On leur a promis que dès qu'ils auraient une expiration de promesse de vente, on leur rendrait les clés, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs, avec attestation d'huissier, etc., et sans qu'il y ait d'expulsion prononcée par la justice. On est soutenu par beaucoup de gens qui nous connaissent, que ce soit des élus, des gens qui s'occupent de la culture, tout ça. Ce serait complètement idiot pour rester quelques mois de plus, de nous décrédibiliser. Et puis de toute manière, c'est pas dans notre éthique. C'est aussi pourquoi Florence nous défend dans les conditions où elle le fait. J'essaie en tout cas de travailler avec des gens qui prennent l'engagement de quitter les lieux dès que le propriétaire se rapproche des occupants pour leur dire écoutez voilà, je vends l'immeuble ou l'immeuble est vendu ou on commence les travaux. Vous avez déjà quelques temps qu'ils y sont, ça se passe très bien avec les voisins, ça se passe très bien avec l'indivision moyen, bien que un des héritiers nous soutienne, nous avait fait des attestations et demandé à son avocat de stopper toutes les procédures en disant je n'ai donné aucune instruction, etc. Donc il y a un vrai soutien. Si Florence elle plaide, elle écrit, je peux te dire que c'est gagné. Mais le plus simple, ça serait une annulation de procédure et puis basta. Comme ça, c'est tranquille, puis voilà. L'entretien, le gardiennage en quelque sorte, si tu veux. Mais c'est ça, nous, on fait du gardiennage. Voilà. En fait, ici, c'était hors de question de piquer votre bien. Peut-être faire du gardiennage. Et en même temps, ça me permet de lui dire, bon ben voilà, si tu veux qu'il n'y ait plus personne, c'est une chose, mais alors après, tu vas avoir qui ? Tu vas avoir 40 machines à coudre, tu vas avoir 8 familles de Maliens, tu vas avoir des trafiquants avec des pétards. Déjà, tu es obligé de murer en face. Tu veux quoi? Tu veux payer une fortune, tout murer? Voilà, c'est ça qu'il faut qu'elle comprenne. Il y a un truc aussi. Après-demain, si jamais il y a d'autres squatteurs, vous êtes obligé de recommencer toute la procédure. Voilà.
Et moi je te dis, moi je vous aime bien et honnêtement je tiens absolument à ce que ça se passe comme ça. Tiens, regarde, c'est les bancs pour le théâtre que je te disais. Regarde, c'est très joli. C'est-à-dire tu pars de choses comme ça, et t'arrives à ça. Pour la vaisselle, on avait construit la grande roue. Ah. Ouais. Tu vois, alors c'était une roue, elle était bloquée, en fait on l'avait trafiquée pour qu'elle tombe toujours sur celui qui faisait jamais la vaisselle. N'empêche que pour ici, par exemple, pour le premier procès, je l'avais appelée, en fait c'est la copine d'un de mes amis d'enfance, quoi. Et elle est venue, tu vois, alors qu'elle était jusque-là, elle s'est déplacée, gratos et tout. Et elle nous a fait un constat d'huissier comme quoi on habitait bien là, qu'il y avait tant de chambres, etc., etc. Parce qu'au départ, il disait, si tu veux, la partie adverse, donc voilà, il disait qu'on n'habitait pas là, tu vois, que c'était vraiment... Or, c'est une clause importante aussi, tu vois, pour le procès, quoi. Il y a un mec, là, il a l'air mal dans sa peau, il est tout le temps fourré là, il passe 4 fois par jour. Il s'assoit, je te jure. Là, ça se trouve, il va passer tout à l'heure, tu vas le voir. Il se prend un verre, il s'assoit, il regarde tout le monde avec un air mort. Pourquoi il est mal dans sa peau? Dans des expulsions, il y a eu des peintres et tout qui se sont fait acheter des œuvres d'art qu'ils étaient en train d'expulser. Et en même temps, ils les achetaient. C'était assez drôle. Pourquoi pas, c'est pas con, remarque. Les squats sont des endroits où on a l'impression qu'il peut faire bon vivre, et que c'est beau, intéressant, plein d'énergie. Ça, c'est le résultat du travail de l'artiste. La réalité, c'est que c'est quand même, au départ, un lieu abandonné, un lieu de précarité, un lieu qui a été traversé par une histoire toujours violente, puisque c'est un lieu abandonné, habité par des gens qui ont subi une histoire personnelle souvent violente, et que tout ça n'est jamais très très loin. J'ai du mal à imaginer que quelqu'un puisse délibérément choisir de vivre dans la précarité et l'inconfort. Ça me paraîtrait assez extraordinaire et quelque part un peu masochiste. Par contre, j'ai tendance à croire que le propre du squat d'artiste, c'est de transformer cet élément-là. Tout d'un coup, je vais être en dehors du système social, je vais être quelqu'un de précaire, de le transformer en un choix actif qui est que mon squat sera un squat d'artiste et que ma précarité n'engendrera pas de la passivité, mais au contraire une activité, un rebondissement et une création. J'ai été élevé au milieu d'une famille d'alcooliques invétérés, complètement ouf, plutôt violent qu'autre chose. Fils unique et obligé de supporter tout ça les 10 premières années de ma vie. Et ma mère s'est sauvée de cette famille, j'avais 1 an et demi. Elle a évidemment bien fait de se sauver, c'était au risque d'y perdre sa santé et voire même sa vie. N'empêche que moi je me suis retrouvé tout seul à 1 an et demi au milieu d'une famille de fous. Vraiment de dingue, complètement alcoolique, ultra violent. Un jour, une assistante sociale a débarqué au sein de la famille et puis tout de suite elle m'a pris et puis elle m'a foutu direct à la DAS où j'ai navigué de foyer en famille d'accueil pendant 2 ans. Et après, j'ai été en pension complète dans un internat où il y avait 80% de cas sociaux. Pendant 4 ans, de 15-16 ans à 22, 23, 24 ans, j'ai vraiment été très difficile. Donc beaucoup de problèmes d'alcool, beaucoup d'addiction d'alcool, les premières drogues douces, les premiers psychotropes, et puis à l'époque, je prenais ça à gogo, comme pas permis, quoi. Et puis l'épilepsie, donc j'engendrais l'épilepsie comme automutilation, donc comme il y a des jeunes qui se coupent les veines, moi j'engendrais des crises d'épilepsie. Je pense qu'on n'en parle pas entre nous de nos fractures personnelles. Elles s'expriment par l'art qui en sort. Parce que c'est pas le sujet de parler de soi dans les squats. Le sujet, c'est de créer. J'avais un atelier avec un autre gars qui s'appelait Guillaume. Et comme je faisais des tableaux en matière avec du goudron, voilà. J'ai été surnommé Tar, qui veut dire goudron en anglais. Il faisait du stylisme, je faisais du stylisme, je faisais de la peinture, c'est un petit peu... ça s'est fait naturellement.
Et puis voilà, quand on a vu que ça marchait bien, que ça fonctionnait bien, c'est devenu une habitude et un boulot en fait. Tu vois, les machins là, genre comme ça. Je sais pas si on voit des aiguillages ou toutes ces plaques métalliques, tu vois, on les a prises, on les a mises à plat. On les a imprimées, tu vois. Ouais, ces morceaux d'aiguillage comme ça. Et ça faisait des trucs super beaux, tu vois, dans toute la longueur, comme ça, qui suivaient le mouvement de la robe. Et ça a été un gros succès, il paraît. Je suis même pas allé au défilé tellement ça me faisait chier, mais j'étais content de les avoir faits, c'était marrant. Puis la fille avec qui je bossais, là, la stagiaire, elle était vraiment super sympa, c'était bien. Mais bon, il l'a tellement maltraitée qu'elle s'est mise à pleurer. Du coup, c'est ce qui m'a vraiment fâché avec lui, tu vois, qu'il m'arnaque pour les sous, c'est un truc, mais qu'il exploite ces petites minettes, qui essayent de faire quelque chose, qui s'intéressent comme ça, c'était vraiment insupportable. J'ai fait pas mal d'efforts dans ce truc, j'ai bien réfléchi à mon support, etc. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse dans le domaine artistique. Je trouve que c'était, à un moment, ça a été le meilleur moyen de gagner des sous, c'était amusant. Ça avait plein d'avantages, mais c'est pas, je veux dire, ça en deviendra jamais mon activité première. C'est une manière épanouissante de gagner des sous. Puis moi, je finançais mes propres trucs, mes propres installations avec ça. Et certaines fois, c'était pas pharaonique, mais c'était d'assez gros budgets, donc ça me permettait de les financer, puis d'y travailler dans les endroits où j'habitais. Il faut bien dire qu'il y a un discours général extrêmement méprisant sur le travail artistique dans les squats, où on prend rarement la peine de regarder des œuvres comme on les verrait dans une galerie. Or, sur les murs des galeries aussi, on voit beaucoup de choses qui ne sont pas passionnantes. Les artistes squatteurs, je vous avoue que ce n'est pas une catégorie qui nous intéresse. Tout simplement parce qu'on n'est pas intéressé par les catégories. Pour nous, un artiste, c'est d'abord son travail qui parle, ce n'est pas sa situation sociale, ce n'est pas sa position politique. Donc il n'y a pas d'artiste communiste, il n'y a pas d'artiste femme, il n'y a pas d'artiste belge, il n'y a pas d'artiste squatteur. Pour nous, en tout cas, ce n'est pas un critère intéressant. De là à dire si tous les squats sont intéressants, bien sûr, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. La galerie, je l'ai ouverte aux artistes des squats parce que eux sont marginalisés en général et ne trouvent rarement des lieux d'expo. La vérité, c'est que je démarche même pas les galeries auxquelles on me recommande parce que voilà, je me sens dans mes petits souliers, que j'aime pas faire ça, que quand j'ai l'énergie pour faire quelque chose, je préfère justement monter dans mon atelier, faire un jardin, j'en sais rien, faire autre chose que d'aller ce qui est un tort. Déjà, ce que je recherche, c'est effectivement des grands moments de bonheur. Je suis partie à Toulouse, j'ai passé des concours de plusieurs beaux-arts, j'ai été reçue et voilà, j'ai bossé pour me payer mes études, en étant reniée par mon père. Moi, j'avais pas vraiment de vocation à être artiste, loin de là, je pensais vraiment que c'était pas mon truc. Et ça s'est passé complètement différemment en fait. J'ai adoré être dans mon atelier, j'y ai passé de plus en plus de temps et donc je suis devenue une artiste entre guillemets et c'est aussi comme ça que j'ai pénétré le monde des squats. Je vais l'appeler prendre ses jambes à son cou. Je me suis rompu moi-même le cou d'ailleurs, il y a peu de temps et je crois qu'il est temps pour moi soit de pendre mes jambes au cou de mon sauveur, soit de prendre mes jambes à mon cou pour fuir la poisse. Non, mais j'ai compris. Finalement, on reviendra pas alors. En même temps, je vais voir s'ils ont besoin de quelque chose. Bah ouais, mais il faut vraiment, les bâches c'est le plus important quoi, pratiquement pour le matos parce que là on en a pas. Et s'il y a une goutte d'eau, ça va tout foutre en l'air donc. D'accord, dans 1 heure, ça? D'accord, et ben à tout à l'heure. Je t'embrasse, ciao.
Merguez. Miro plays piano, but there's a pretty little thing just waiting on the king down in the jungle room. Désolé, hein. D'ailleurs, c'est très caché. Didier Boitier à la guitare. Bon, il n'y a pas longtemps qu'on joue, mais les morceaux sont en place là. Le projet, c'était de regrouper des artistes de différentes disciplines, les regrouper au sein d'un lieu qui sera à la fois un lieu de travail et de présentation de ses travaux. Au départ, d'aller vers quelque chose d'officiel, donc avec tout ce que ça implique, les démarches, donc monter une association, puis demander un lieu. Bon, ça s'avérait plutôt compliqué. Or, la rencontre avec le mouvement squatting, c'était plus rapide, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas d'obtenir un lieu, on prenait le lieu. On est un peu les gangsters de l'art dans ce sens, quoi. Le mal est fait des deux côtés. Enfin, je veux dire que ça s'équilibre largement et qu'il faudrait au contraire qu'il y ait une charte, éventuellement de la mairie de Paris, qui permette aux squatters d'avoir un statut presque légal. Le squat racheté par une municipalité va réintégrer des critères de sélection, de choix, de qualité, etc., qui me paraissent aller à l'encontre de ce qui est intéressant dans le squat au départ. Il y a une anecdote comme ça de Saint-François et ses frères dans une espèce d'étable qu'ils ont reconstruite. L'étable étant reconstruite, le paysan arrive avec ses ânes et vire les franciscains. Et sur la base de cette anecdote, qui aurait pu être un peu triviale, approfondir sur l'idée que la caractéristique religieuse des franciscains, le fait que c'est un mouvement extrêmement important qui a introduit une scission dans l'histoire religieuse catholique, c'est que ce sont les premiers à avoir dit que le spirituel n'était pas la caractéristique d'un groupe social, les religieux, mais le propre de tous les hommes. D'une certaine manière, j'ai tendance à considérer que l'univers des squats a réactualisé cette idée-là, en sachant qu'on n'est plus dans un monde où le spirituel est religieux, mais plutôt artistique. Et le propre des squatteurs, c'est de dire que la pratique artistique ne dépend ni des institutions, ni des musées, donc institutions, musées, galeries d'art, mais pas non plus des artistes reconnus ou de personnes ayant une formation classique, école des beaux-arts, etc., mais que n'importe quelle personne peut avoir une pratique artistique et que cette pratique artistique sera constituante de l'individu. Bonjour. Vous arrêtez devant la rue. On tourne à droite avant, mais vous avez un passage pour les pieds. D'accord. En fait, pour le boulevard de la Reine, c'est vrai qu'il y passait 13-14 fois par jour. Ça serait un travail à long terme à faire sur les feuilles. Quand j'étais gamin, j'ai vécu à Bagnolet. Et quand j'allais traverser la porte de Bagnolet, j'allais prendre le PC pour aller à l'école. Et je passais devant le cinéma qui a été remplacé par un Intermarché. Et c'était un cinéma où il passait les péplums américains de l'époque, des années 60. Et en fait, je me aperçois que mon désir profond, c'est de peindre des panneaux publicitaires pour ces films-là. En fait, c'est ça ce que j'ai envie de peindre. D'où mes grands formats et puis le truc assez ringard que je peux faire, qui est entre le décor et la peinture. L'artiste qui travaille dans un squat, et je dis ça probablement que l'artiste en question serait très mécontent, me paraît beaucoup plus intéressant de par ses conditions de création, sa pratique réitérée dans ces conditions et ce domaine, que l'œuvre qu'il produit à la fin.
Ce qui m'intéresse, c'est le fait de voir des gens qui sont dans de la pratique quotidienne, et parfois ascétique vu les conditions, de la réflexion et de la création artistique. Pour moi, l'enjeu du squat, ce n'est pas tant de produire une œuvre définitive que d'être dans la création perpétuelle de ces œuvres. On ne peut pas dire quand l'œuvre est ici, si elle arrive d'un squat ou pas. Il y a un mouvement squat, un mouvement des artistes squat, ce qui est un mouvement politique et un rythme de vie, mais il n'y a pas de similitude entre les œuvres des plasticiens dans les squats. J'avais un atelier à Carrière-Minguet, qui est un squat dans le 11e, qui a été expulsé l'année dernière. Et donc j'étais sans atelier depuis à peu près 6 mois. Et j'en ai parlé à Carole, qui m'a dit « je crois qu'il y a une place qui se libère ». Et voilà comment je suis arrivé ici. Et c'est marrant parce que j'avais été très sûre, je dis comme ça, un curriculum pour rentrer dans un squat. Et il m'avait dit « mais oui, je vais demain matin tôt leur apporter ce papier de ce que j'ai fait et j'ai besoin que tu me le tapes pour être accepté ». J'avais conservé ces photos d'art, moi, très longtemps. Et puis c'est quand je suis arrivé au carrosse, j'ai réinstallé mes petits trésors sur le mur pour m'inspirer. Et je suis retombé sur cette photo. Et j'ai eu envie de la transformer en peinture. Et donc c'est là que j'ai travaillé ces deux formats très verticaux. Il accueillait des gens qui pouvaient prouver qu'ils venaient vraiment bosser artistiquement. Que c'était pas, c'est quand même, il y a une vraie différence avec le fait de trouver juste une piole pour dormir, et même s'il y a pas mal de squats qui heureusement fonctionnent sur l'ensemble, mais voilà. Actuellement, je crois que le carrosse a vraiment une bonne équipe de gens qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas artistiquement, qui aussi font un jardin, font des choses, et donc c'est les seuls qui sont à même ensemble d'aborder ce qui leur arrive. Et moi je me suis beaucoup éloignée parce que justement j'ai vu ce qui était nécessaire pour participer, c'était de vivre sur place. En même temps, je me rends compte que d'y vivre dans le quotidien, c'est un engagement que moi je serais incapable comme ça de tenir, quoi. S'il n'y avait pas eu des gens comme ça, qui soient installés dans la durée politique, aussi dans ce mouvement politique et social artistique, je n'ai jamais eu ce réflexe-là de révolte, sinon une révolte en impasse. Ces rencontres avec des gens qui m'ont aidé effectivement à faire des trucs, quoi. Et c'est la première fois où je rentre dans un travail d'équipe. Il y a un peu de cette corde. Non, c'est il faut en remplir des poches à la... Ouais, attends, je m'y mets. Je pense que c'est ça aussi l'apport du carrosse. Vous allez trop vite, vous allez petit. Vas-y, je te le donne, c'est tout. Ça, c'est parfait. Je trouve qu'il y a des périodes de synergie collective où plusieurs personnes travaillent en même temps et où on sent une énergie. Alors on le sent, c'est très subjectif aussi. Moi j'ai senti des moments d'une très bonne synergie, et puis il y a eu un phénomène comme ça vraiment autour de cette installation sur les perfusions. Et que là, il y a eu vraiment un phénomène collectif qui a totalement soutenu le travail que Jean-Noël avait élaboré mais n'avait pas encore abouti, et que la collectivité lui a permis d'aboutir, comme il le dit lui-même. C'est le lieu qui réunit tout le monde. Plus qu'une recherche qui dépasse le fait de squatter ensemble. Chacun fait son chemin plus dans son coin, mais pourquoi pas? Après tout, c'est pas mal aussi d'être concentré sur son affaire. Ça, c'est de la bombe sur du truc à l'eau, ça fait bizarre. Et je maîtrise pas, c'est ce nylon à la con, là. En même temps, c'est kitsch. C'est vintage, c'est le mot-clé cette année, vintage. Si ça a chopé quelque part par moment, c'est plus sur des histoires de vaisselle, de courses, de machin, enfin plus de vie quotidienne, dans tout ce qu'il peut y avoir justement de quotidien un peu trivial. Toi, à un moment, t'es fatigué. Je veux dire, c'était plus dans des histoires comme ça que ça coinçait. Il y a une très bonne tolérance du groupe à certains moments, à certains excès qui sont pris en compte. C'est-à-dire pendant 2 jours, on va en vouloir à la personne qui a trop picolé, qui a disparu parce que défoncé, etc. On va en vouloir à cette personne. Mais en même temps, elle va rester partie du groupe. Où est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut être aussi excessif
et en étant aimé et accepté quand même s'il y a des moments de rejet, je dirais que sur la continuité du temps, il y a une solidarité. Vous êtes capable de faire des coupures comme il y a La première fois que je suis arrivée les voir, c'était en plein hiver. J'ai passé 1 ou 2 heures avec eux et j'ai trouvé ce lieu à la fois fabuleux, mais en même temps il faisait très très froid. J'avais beaucoup de mal à me concentrer, à les écouter, parce que je me disais mais que c'est dur comme ça d'habiter dans un squat. Et ce qui m'a frappé, c'est dans ce squat, mais c'est valable aussi pour les autres squats, c'est la nature double des squats. C'est cette difficulté pour ces artistes de vivre dans des lieux froids, vraiment tous les jours d'assurer, de se débrouiller. Et puis, comme une pièce de monnaie qui se retourne, on y repasse à un autre moment et là c'est la fête. Il y a d'un seul coup beaucoup plus de légèreté, on sent qu'il y a une petite communauté qui existe. Ils remplissent à la fois des lieux vides, mais ils remplissent un vide. Il y a des squats d'artistes où leur but c'est faire les gros stuff à 2000 personnes et évidemment tout le bordel que ça peut engendrer, les drogues, les vols, etc. Moi c'est pas mon truc, moi c'est la vraie création, de qualité. Mon père était peintre, donc c'est peut-être la seule tendance positive qui m'est donnée. L'autre chose qui a été quand même déterminante, c'est que j'ai commencé à comprendre que je faisais pas de la merde et que j'ai commencé à réellement m'investir et à réellement travailler. On en vient donc au carrosse où c'est quand même le plus intéressant, le plus sensible, et pour la création le plus manifeste. D'autres miroirs qui vont être qu'on peut ouvrir, ouvrir, fermer. J'ai commencé par un CAP de téléphonie. Je me suis retrouvé à 26 ans technicien sup en robotique automatisme. J'étais plutôt bien vu et plutôt bon travailleur et rentable. Mais enfin, je voulais arriver à un statut social et j'y suis arrivé. Mon père m'a toujours dit que j'étais un bon à rien et un mauvais à tout. Je lui ai prouvé que j'étais capable. Mon père s'est suicidé. Ma grand-mère, c'est la personne qui m'a donné le seul peu d'affection que j'ai eu le droit quand j'étais jeune, est morte aussi. Je suis retourné dormir dans la rue, dans le métro, et puis c'est là que j'ai commencé, eu l'occasion de rencontrer les squatteurs. Et l'aventure du squat d'artiste a commencé là. J'ai envie que ce soit, en tout cas, une prédatrice. Encore une bouffeuse d'hommes. Je pourrais pas vivre dans un squat en couple. Pour moi, ça va pas. J'entraîne personne avec moi. Après, pour une vie de couple, j'ai une amie, elle n'habite pas ici. On est amants, quoi. J'ai jamais eu envie d'aller habiter dans un squat. Ça se voit tout de suite dans sa sculpture que, de toute façon, c'est quelque chose qui lui est vraiment propre. Et ça ne peut être que sincère parce qu'il y a une douleur permanente dans chacune de ces sculptures qui peuvent pas être inventées, qui ne peuvent être que ressenties, quoi. C'est sa personnalité qui veut ça aussi. C'est quelqu'un qui a besoin d'être protégé maternellement beaucoup, ouais. Mais ça, je te dis, c'est pas lié au fait qu'il habite dans un squat. Hein. Pas nécessairement, quoi. Je pense pas que ce soit en restant au squat, en exposant uniquement au squat, qu'il arrivera à s'en sortir, quoi. Mais en même temps, son vrai refuge, c'est quand même le carrosse au départ, quoi. Mais je crois que le squat existera toujours, parce qu'il y aura toujours des gens qui n'entreront pas dans des lieux qui sont cadrés. Même que ce soit des lieux justement qui étaient en train de mourir et que tout à coup, eux, les fassent vivre, exactement comme ils arrivent à faire vivre quelque chose par la création artistique et que, en même temps, pour la plupart,
ils ont des vies personnelles difficiles où il y a tout le temps ce rapport quand même à une menace de disparition pour y aller fort, quoi. Ce qui m'a frappé, disons, cette saison depuis l'automne dernier et puis jusqu'à ce printemps, c'était qu'il y avait une programmation très variée et assez soutenue. Et mêlant des gens aussi différents qu'un concert de musique médiévale, un concert de jazz, à la fin de l'année dernière des événements un peu plus techno, et puis des vernissages eux aussi de styles très différents. Ça a vraiment été très divers dans la programmation, et puis c'était un lieu vivant. On risque de s'appeler les Spirit Macadam, les Macadam Spirit. On risque, c'est pas sûr, c'est pas encore gagné. Et on chante. Bon, en fin de compte, il y avait une jeune copine amie qui était, qui faisait partie de la formation, qui a trouvé le carrosse pour répéter. Et on est venu et on a adoré. Et ça participe à l'âme du quartier. Moi qui habite le quartier, c'est plus qu'un squat. Bah, ça change de décor tout le temps ici. Cet hiver, c'était impressionnant, toutes les semaines. C'est jamais le même lieu. Ils ont fait un grand travail de distribution de la culture, en gros, dans le quartier. On espère ne pas mourir en même temps que le carrosse. Quand Pascal est venu me voir, j'avais encore mon atelier et j'étais élu à la mairie. Et puis, donc, il m'a demandé de les soutenir, je les ai soutenus. Et quelques temps après, j'ai perdu mon atelier, comme c'était fatal, comme beaucoup d'artistes du 20e arrondissement ont perdu leurs ateliers pour des raisons d'argent, et parce que tout se transforme en loft dans le 20e arrondissement. Donc j'ai perdu mon atelier, et à ce moment-là, je suis reparti les voir en leur disant, écoutez, si vous pouvez m'accueillir, ça me ferait plaisir. Moi, c'est ma 3e année sur Paris, et c'est quasiment que maintenant que j'ai pu vraiment bosser, quoi, parce qu'avant, j'étais toujours en galère à droite à gauche d'atelier. Donc là, c'est vrai que, voilà, là, depuis septembre, je suis là, je peux venir bosser tous les jours. Et du coup, le boulot avance, en fait. C'est un peu ça, en fait, pour moi, les carrosses. Ça m'a vraiment donné la possibilité de me remettre à bosser sérieusement, de faire des expos, quoi. Alors, tu l'as trafiqué, tu l'as retouché? J'ai un peu supprimé des grosseurs. Tu l'as affiné? Écoute, déjà, je sais pas si c'est l'orientation, mais là, ça me plaît mieux comme ça. En fait, c'est ce qui s'était passé, elle s'était cassée, du coup, j'avais pas trop, tu vois. Et ouais, t'avais J'avais pas trop osé de la retoucher, du coup, et puis bon. Tu peux jamais savoir à l'avance. Des fois, tu pars dans un truc, ça te paraît bidon, puis. On peut pas savoir. Là, je donne des cours de maths, physique à des apprentis. Je travaille 2 jours et demi par semaine. L'activité de sculpture s'autofinance. Ouais, genre ça, tu vois. Voilà. J'en aurais bien filé un pour Suzanne, mais elle rentrerait jamais ses gros nichons dedans. Tu vois, Suzanne, elle rentrerait jamais là-dedans. C'est que des trucs comme ça? Ouais. Non, mais c'est pas de privé. Hein. Ben, ça me prive pas, hein, je te l'offre avec plaisir, sinon je te proposerai pas. Non, ça va mieux là, j'ai eu un gros passage à vide longtemps. Quelques mois, j'ai fait de gros progrès à la Nintendo. Puis là, ça va, aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui seulement. Et puis je sens que c'est parti pour durer, mais j'ai eu un sale période. En plus, il s'est fait renverser par une bagnole. Enfin, ça a été super relou. Ah ouais, donc c'est la rue Houdon dont tu me parles, et rue des Martyrs. Ouais. Et elle est juste là à l'angle. Là, il y a la boutique dans laquelle je travaillais. Ouais. Ça sert à rien d'y aller, mais bon. Non, bah j'irai pas.
Ici, il y en a une bien aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est le programme? Non, ah non, je crois pas. C'est grand quand même pour filles. Hein. Bah, je sais pas, j'ai toutes les tailles, j'en ai plein, j'en ai acheté Un gros tout un stock. triangle, ça. J'ai tellement l'habitude de voir ce style. Évidemment. Ça, j'en ai plein aussi. J'ai toujours travaillé à l'usine si j'en avais besoin, parce que ce soit à l'usine ou en conduisant des motos pour ramasser la merde dans les rues, enterrer les morts, tout ça je l'ai fait parce que j'étais toujours, quand j'ai voulu travailler à Paris, c'est ça le grand avantage à Paris en banlieue, c'est de pouvoir trouver n'importe quel boulot quand tu es prêt à le faire, quoi. Et j'ai jamais passé plus d'une semaine à trouver du taf. Maintenant, là, il y a des moments, il y a des périodes. Là, il y a eu une période où j'ai eu besoin d'argent parce que ma femme est enceinte, parce qu'on a besoin de manger. Donc, je suis allé travailler à l'usine 3 semaines. Bon, bah, faut y aller, hein. Ce soir, ça va être concombre à la crème et à l'ail. Je sais pas ce qui va leur faire plaisir. Ils sont 4, alors c'est bon. Je travaille de telle heure à telle heure et j'ai quand même un certain nombre de missions à remplir. Tu comprends bien, Gaspard? Docteur. C'est pas une faute. Non. Je me sens pas un autre hiver à Paris. Surtout dans cet appart-là, un appart humide, moisi, là. Tu vois. Ouais, il y a de la maille ici, hein, c'est clair. Oui. C'est vachement joli, très joli. C'est que des pièces uniques. Et par exemple, vous les vendez combien, celui-là ou... Les expos, c'est des graines qu'on sème. Des fois, on expose dans des trous perdus, on se dit c'est vraiment du temps perdu. Puis il suffit qu'il y ait une personne qui passe, qui soit vous achète une pièce, soit elle vous donne un contact. Mon travail est quand même beaucoup en rapport avec la nature, en fait. Et à Paris, la nature, faut se lever de bonne heure, quoi, pour aller la chercher, quoi. À Marseille, on est dans la nature de suite, quoi. Le monde, il est rond, en fait. Ça permet de rentrer un peu dans ce qui peut pas être expliqué par la science, en fait. La poésie, elle peut dire des choses qu'on ne pourra jamais expliquer autrement. Ça va dans des endroits où on ne peut pas aller autrement. Je crois que moi, c'est là-dedans où je me retrouve, en fait, par rapport à la sculpture. Ça permet d'aller dans des endroits un peu où je sais que je ne pourrais pas aller autrement, ça c'est clair. Le monde des squats pose fondamentalement la question de quel est le statut social, juridique et financier d'un sujet qui a décidé de vivre d'un art qui n'est pas rentable. Ouais. Je sais même pas si tu sais, moi j'habite dans un atelier, on fait des expos très régulièrement. Quoi. Voilà, écoute, là je crois qu'on peut s'installer. C'est une galerie qui s'adresse aux gens qui passent dans la rue. Pourquoi pas s'adresser aux artistes qui sont dans la rue. Ça, celui-là, il s'appelle La route des grands crus. C'est bien que tu te lèves, ça me fait plaisir. Ça, c'est ne rien entendre, ne rien voir. Et j'ai vendu l'autre. Ah bon? Ne rien dire. T'as vendu la série Les Trilogies? Non, bah bon, tu vois, moi je cours après la thune, donc bon, voilà quoi. Hein, quand je vends, c'est déjà tellement rare, tu vois, que... Et tu en veux combien, toi? Quand je les vends, bah, ils ont été exposés chez moi, je les vendais 150 €. Ou 200, je crois. C'est de la glycérose et de l'encre d'imprimerie. Je bosse beaucoup avec l'encre d'imprimerie. Je trouve que c'est une matière vraiment magnifique, quoi, honnêtement. Hein. Au début, j'ai commencé parce que voilà, j'avais pas de quoi me payer de l'huile. Et c'est une matière magnifique qui se dilue avec alors la glycérose, l'huile, ou alors qui fait des transparences, tu vois, très lumineuses. Tu peux atteindre comme des aquarelles, mais avec toujours, je sais pas, je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est sur du papier journal. Mais en vrai, tu vois,
c'est des empreintes en fait, c'est des estampes. Et celui-là, je l'ai filé à notre avocate qui est une de mes grandes fans. Et c'est ça, elle me dit toujours. Et c'est un détail en plus, hein, c'est pas la toile entière quoi. La toile entière, tu la vois là, tu vois. Ouais, mais ce que moi, Et je lui ai donné en paiement de notre procès en fait du carrosse quoi. Tu sais, moi je donne énormément. C'est d'ailleurs mes amis me le reprochent. Ils me disent mais t'es folle, tu donnes et tout, mais ça va pas. Mais je préfère donner plutôt que ça moisisse dans un grenier ou que voilà, tu vois. C'est vrai, là j'en ai plein. Elles doivent être dessus. Non oh, mais je vais tout ranger, t'inquiète pas. Je réfléchis là. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils font ça avec des encres pourries, donc au niveau de la conservation, c'est pas idéal. Quoi. Arrête, tous les dessins de Giacometti faits au bic qui disparaissent à la lumière. Hein. La première fois t'es arrivé, tu m'as dit je suis complètement pété, mais si je suis pas pété, je peux pas parler. C'est vrai, je suis super timide, je peux pas. Ouais, mais ça, faut que les artistes fassent attention un peu à eux, tu vois. Attends, il y en a un magnifique, je sais pas si tu l'as vu, regarde. Ça, si tu veux, je trouve ça un peu lâche. Regarde-le, celui-là. Ça, par contre, j'aime bien. Mais bon. Regarde. Ah, celui-là, j'aime bien. Ouais. Un fainéant de la NPE, quoi. Faudrait les mains ronflées, tu vois. Je suis en train de travailler dessus. Moi, je te dis ce que je... Ah, si t'es en... Tu vois, je te l'ai Non, dit. mais moi, Je suis en train de travailler dessus, tu vois. Et ça fait partie de la pratique de les accrocher au mur, de les regarder de loin, de machin. Tu veux pas que je te dise des choses. Si je t'écoute, je t'explique. Je pense que c'est un peu ledge. C'est un peu fragile. C'est pas eu peur, mais tu vois, comme je te dis, je suis hyper timide et tout. Alors quand je suis bourrée, je suis con, comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, mais souvent, disons. Et puis, ouais, c'est Pollock, hein, qui était quand même un gros alcoolo. Moi, tout le monde me dit, mais t'as pas trouvé un agent? Mais oui, ils sont, putain, les putains d'agents. T'en vois, toi, des agents? Ah non, moi je supporte pas les agents. Bah moi j'en vois même pas. Moi j'en connais même pas. Est-ce que la société est en mesure d'accepter de manière positive des personnes qui ne sont pas passives, et c'est à l'intérieur du squat d'Arcy, ce ne sont jamais des gens passifs, mais qui sont dans un mode d'être et de sociabilité qui, pour une société qui est dans un fonctionnement organisationnel de travail et de rentabilité, donc des individus qui ne rentrent pas là-dedans, qui ont un mode de vie totalement autre. Du coup, reconnaître le squat d'artiste, ça veut dire penser toute une part de politique culturelle et sociale en même temps, qui jusqu'ici a toujours été soigneusement ignorée. Il se passe quelque chose dans la rue, non? Je dis, je suis en période, c'est un gros creux, ça m'est jamais arrivé. Et bon. Voilà, hein. Et je connais aucun peintre ou artiste qui en est. Enfin si, peut-être des galeristes, mais des agents. Les jeunes filles semblent déjà avoir trouvé leur place parmi l'équipage. Mes projets sont encore, pour l'instant, tributaires des sous. Et puis ensuite, reproduire mes installs, voir ce que je peux faire et où je peux le faire. Mais si je peux le faire ailleurs, pourquoi pas, ouais, ce serait bien. Et puis il faudrait que je monte un dossier solide pour être sponsorisé par quelqu'un comme Dupont de Nemours, qui a un matériau de base nettement plus intéressant dans le genre film, plastique, transparent, tout ça. Ils en ont des kilomètres qu'ils n'utilisent pas. Et je suis un petit peu velléitaire pour tout ça, c'est ça donc le problème. C'est qu'il faut que je fasse ce dossier. Ah ouais.
ravissant. Te plaît pas le jean? Ils ont choisi un axe, ils ont envie de faire quelque chose et ils font ce qu'il faut pour arriver pour obtenir, réaliser et vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Ça, je trouve ça quand même vachement bien. Je trouve ça génial dans notre époque, dans notre société, de pouvoir vivre comme ça, ouais. C'est une grande chance. J'ai quitté le carrosse parce que c'était plus vraiment possible de vivre avec une femme enceinte, hein, vivre notre amour ici tous les deux. Moi je m'étais installé à une des places qui restaient, qu'on m'avait gardées, sous les toits, dans les combles. Donc à partir du moment où elle va commencer à être enceinte de plus de 2 mois, c'était vraiment plus possible. Donc il a fallu vraiment qu'on se trouve un lieu propre pour vivre notre amour en famille, on va dire. Les nomades ne partent pas d'un lieu pour aller n'importe où. Ils ont toujours un autre point. Quand ils partent d'une oasis pour aller dans le désert, ils vont vers une autre oasis. On ne sait jamais en fait, à l'avance, ce qui va se passer. Enfin, heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de la chose. Les histoires de squat, ça a été une grande expérience pour moi, très enrichissante. Mais moi, c'est bon quoi. 10 ans de squat, j'y ai gagné beaucoup, mais c'est fini quoi. Faut que je passe à autre chose. Je perds trop de temps avec ça. Et là, je suis arrivé à un point artistiquement où je peux commencer à passer à autre chose, quoi. Cela, ce que je regrette, c'est le côté gauche. Bon, voilà, c'est comme ça. Il est gauche, le côté. Et c'est vrai qu'on rêve tous je rêverais d'être un type doué qui aurait fait les choses avec grâce, avec facilité, avec légèreté. Et au contraire, je suis plutôt un tâcheron. Et alors comment, si tu veux, quand on est un petit, comment continuer à peindre quand on est un petit? Parce que tu seras toujours un petit. Hein. Et puis comment s'autoriser à continuer à peindre, à trouver, à penser que ça vaut le coup de continuer à peindre, même si on est un petit. Voilà, et que ce qu'on fait, ça a toujours été déjà fait, que ça aura toujours été déjà fait. Voilà, et qu'au regard d'un officiel, tu seras toujours rien. Les propriétaires ont trouvé un acheteur, donc il y a un promoteur qui a signé l'acte de vente. La fin est programmée et c'est pas plus mal comme ça. Hein. Le lieu aura existé donc 2 ans et demi. C'est pas mal pour un squat. Le carrosse, c'est quand même ma dernière expérience parce que bon, ça fait 7 ans et bon, moi j'ai plus la motivation du début. Puis bon, j'estime avoir fait le tour. Je suis en train de faire une demande de logement social. Ma vie change un peu dans le sens où je suis très amoureux depuis 6 mois. Je vais vivre avec ma nouvelle fiancée et sa petite fille. Donc il va falloir que je m'organise différemment, que je gagne un peu plus de sous. Donc voilà, tout ça est en marche. Si ça pouvait se faire d'un coup de baguette magique, ça se saurait. Donc voilà, c'est une question d'organisation, de volonté, mais je suis plutôt confiant. Moi, ça fait longtemps maintenant que j'ai vécu plusieurs expériences de cette sorte. C'est vrai que à l'avenir, j'aimerais bien avoir un petit appartement et continuer à m'investir dans ce genre de lieu. Parce que c'est bien d'avoir la jouissance de certains lieux qui ne sont pas utilisés. Et en plus, quand même, on les bonifie, non seulement les lieux, on les tient... je veux dire, c'est plus, y a pas de risque d'incendie, on fait des travaux, etc., etc. Et puis c'est vrai que c'est un petit centre culturel qui est peut-être alternatif, mais qui existe, quoi, où il y a vraiment des belles productions. Si un lieu est vide aujourd'hui, et particulièrement dans une ville comme Paris, je vois pas pourquoi il le resterait. Et que si effectivement il y a un principe, c'est le droit de la propriété, on se trouve avec des immeubles qui sont laissés ouverts, qui font l'objet d'occupations sauvages. Et dans ces cas-là, je me dis effectivement qu'ils pourraient très bien être occupés dans des conditions un peu plus organisées. C'est un territoire de liberté, d'expression, c'est un lieu ouvert, ce sont des lieux libres et nous en manquons. S'ils existent, c'est qu'ils sont nécessaires. Je ne crois pas, sinon ils n'existeraient pas. Cuento doble, quiero llegar.
pensando